L'enseignante raciste pensait humilier un étudiant noir sans conséquence, mais l'a amèrement regretté. L'école secondaire de Saint-Éloi, à l'ombre des pierres anciennes et des parcs impeccablement entretenus, avait la réputation d'être un bastion d'excellence académique, de tradition et de discipline. Depuis des années, elle attirait les familles les plus influentes de la ville, ses parents désireux d'assurer à leurs enfants un avenir brillant et prometteur, loin des préoccupations de la vie quotidienne. Pourtant, sous ce vernis de prestige et de réussite, l'établissement cachait des tensions invisibles, des fissures qui ne se voyaient pas à première vue mais qui affectaient profondément ceux qui s'y battaient pour être entendus et reconnus. Les inégalités raciales et sociales étaient omniprésentes, insidieuses. Ces fractures, souvent passées sous silence, se glissaient dans les conversations des couloirs, dans les regards furtifs échangés entre les élèves, dans la manière dont certains enseignants favorisaient certains groupes tout en négligeant ou en humiliant d'autres. Les mots n'étaient pas toujours nécessaires pour faire passer un message, il suffisait d'une posture, d'un ton, d'un regard. À Saint-Éloi, la distinction entre ceux qui appartenaient au monde et ceux qui étaient invités à en faire partie restait floue, mais profondément ressentie par ceux qui se retrouvaient à la marge. Marie Lebrun, une enseignante de littérature qui avait forgé sa carrière au sein de cet établissement depuis plus de 15 ans, en était l'exemple vivant. Respectée pour sa rigueur et sa discipline intransigeante, elle avait fait de la pédagogie une arme redoutable, mais ses méthodes d'enseignement la rendaient redoutée par de nombreux élèves. Elle ne se contentait pas d'enseigner, elle scrutait, décryptait, jugeait avec une précision presque clinique. Marie, malgré ses compétences indéniables, portait un regard souvent cruel sur ceux qui semblaient en dehors de la norme qu'elle s'était imposée. Ce regard, teinté d'arrogance et de préjugés, se manifestait particulièrement envers Malik, un élève noir qu'elle n'arrivait pas à tolérer. Pour elle, Malik n'était qu'une exception qui dérangeait l'ordre immuable de sa salle de classe. Malik, quant à lui, n'avait pas demandé à être l'objet de cette hostilité. Élève calme et brillant, il était arrivé à Saint-Éloi 1 an plus tôt, après avoir quitté son quartier populaire où l'éducation n'était qu'un luxe pour les rares privilégiés. Il avait grandi dans une communauté où les rêves étaient souvent éclipsés par les réalités sociales, mais sa mère, une ancienne bibliothécaire, lui avait inculqué l'amour des livres et des mots. C'était grâce à elle qu'il avait découvert l'univers des lettres, et c'était ce monde de possibilités qu'il chérissait profondément. Pour Malik, l'éducation était une chance, une clé qu'il ne voulait pas gâcher, surtout dans un endroit comme Saint-Éloi, où les portes des opportunités semblaient ouvertes aux enfants des familles privilégiées et fermées aux autres. En classe, Malik était l'un des meilleurs élèves. Mais malgré ses résultats exceptionnels, il savait que dans cet environnement, sa couleur de peau était un obstacle. Il n'était pas vu pour ses capacités, mais plutôt comme une anomalie, un jeune homme noir qui semblait défier les stéréotypes qui lui étaient assignés. Il n'était pas seulement l'étudiant modèle, il était un modèle de la discrétion, de l'humilité et de la constance. Et pourtant, pour Marie Lebrun, ses qualités semblaient suspectes. Elle avait du mal à accepter l'idée qu'un jeune homme noir puisse exceller dans un domaine aussi raffiné que la littérature, un domaine qu'elle croyait réservé à ceux qui en avaient les manières. Marie ne pouvait s'empêcher de le rabaisser. D'un ton condescendant, elle lui faisait des remarques subtiles mais mordantes sur ses origines et son manque de raffinement, qu'elle jugeait inévitable. Malik, cependant, restait calme. Il savait qu'il n'avait pas besoin de répondre à la provocation. Mais cela ne l'empêchait pas de ressentir le poids de cette discrimination silencieuse, ces petites piques qui, au fil du temps, avaient fini par lui donner un goût amer. Un jour, lors d'un cours particulièrement tendu, où la discussion portait sur Madame Bovary, un des chefs-d'œuvre de la littérature française, Marie se lança dans une nouvelle tentative pour humilier Malik. Elle décida de le provoquer en l'invitant à répondre à une question complexe sur le personnage d'Emma Bovary, une femme dévorée par des illusions romantiques et des attentes irréalistes. Ce genre de question était l'occasion rêvée pour Marie. Elle savait que Malik pourrait se tromper, hésiter, ou même se perdre dans des considérations qui ne seraient pas à la hauteur de ses standards. Pour elle, c'était une chance de souligner le manque de culture qu'elle percevait chez lui, un manque qui ne pouvait qu'être lié à son milieu. Marie regarda les autres élèves, le regard glacial, un léger sourire en coin. Elle pensait que Malik allait échouer, et elle anticipait déjà l'humiliation qu'elle pourrait lui infliger. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'était que Malik avait bien préparé son intervention. Quand elle posa la question, tous les regards se tournèrent vers lui. La classe était suspendue à ses lèvres. Mais Malik, loin de trébucher, se leva avec une sérénité impressionnante. Il réfléchit un instant, son regard plongé dans le vide comme s'il se préparait à une épreuve, puis il commença à parler. Emma Bovary, madame, incarne l'illusion des attentes irréalistes face à la réalité. Elle est piégée par ses rêves de grandeur, incapable de voir la beauté dans ce qui l'entoure. Son manque de discernement est sa propre rédemption et sa propre tragédie. Marie assit figia un instant. La classe, surprise par la maturité de la réponse, attendait sa réaction. Ce n'était pas la réponse qu'elle attendait, pas du tout. Elle avait espéré une hésitation,
une gaffe, un bégaiement qui aurait permis de marquer un point. Mais Malik ne lui en offrit aucune. Ses mots étaient précis, articulés, et portaient une profondeur qui déstabilisait sa vision étriquée de ce qu'un jeune homme noir pouvait comprendre de la littérature. Le contraste entre le regard de Malik, calme et assuré, et celui de Marie, figé par l'inattendu, créa une tension palpable dans la salle. Frustrée, mais cherchant à maintenir son autorité, Marie se lança dans une tentative d'humiliation. D'un ton glacé, elle lança, comme une flèche acérée, « C'est surprenant que vous puissiez comprendre cette œuvre, Malik. Après tout, vu votre milieu, vos racines, la culture littéraire n'est pas vraiment dans vos cordes, n'est-ce pas ?» Ces mots s'écoulèrent avec une lenteur délibérée, comme si elle voulait appuyer sur chaque syllabe pour bien marquer la distinction entre elle et lui, entre l'intellectuel et l'autre. La classe se figea davantage, comme suspendue dans l'air, incapable de réagir. Un silence lourd envahit la salle. Malik, loin d'être déstabilisé par l'attaque, demeura impassible. Il savait que la remarque de Marie n'était pas simplement un commentaire maladroit, mais une tentative délibérée de réduire son humanité à une étiquette. Mais il ne se laissa pas submerger par l'émotion. Il prit une grande inspiration, son regard se fit plus ferme, plus profond. Il fixa Marie dans les yeux avec une intensité presque palpable, comme si chacun de ses mots était une réponse à toute une vie d'injustice et de préjugés. La culture, madame, n'a ni couleur, ni origine sociale. Elle appartient à tout le monde. Ces mots, simples et puissants, résonnèrent dans la pièce, laissant un écho qui semblait se prolonger au-delà de la salle de classe. L'enseignante, déstabilisée par cette réponse posée et pleine de sagesse, chercha des mots pour riposter, mais elle ne parvint qu'à un silence gêné. Elle essaya de se rattraper, comme si la situation n'avait pas pris la tournure qu'elle redoutait, mais l'humiliation était déjà installée. Marie tenta de masquer son embarras en se replongeant dans le cours, mais l'atmosphère avait changé. Les élèves étaient silencieux, certains évitant même son regard, d'autres se tournant discrètement vers Malik, comme s'ils prenaient conscience d'une injustice qu'ils n'avaient pas vue jusque-là. La lutte pour le respect et la dignité venait de se cristalliser dans un instant de vérité. Les jours suivants, un malaise grandissant s'installa dans la classe. Malik, fidèle à lui-même, ne réagit pas davantage. Il se contenta de poursuivre ses études avec le même sérieux, mais quelque chose avait changé dans l'air. Les conversations dans les couloirs étaient différentes. Malik n'était plus simplement l'élève discret et brillant. Il était devenu, malgré lui, un symbole. Ses camarades, au début hésitants, commencèrent à regarder la situation sous un autre angle. Et à mesure que l'incident devenait un sujet de conversation parmi les élèves, une solidarité invisible mais croissante se mettait en place. Parmi eux, Kevin, un autre élève brillant, avait pris sur lui de capturer les moments de tension en classe. Il savait que Marie n'en était pas à son coup d'essai, que ses remarques condescendantes étaient fréquentes, mais rarement prises en compte. Cette fois, cependant, quelque chose était différent. Kevin, de façon discrète, enregistra les paroles de Marie chaque fois qu'elle faisait une remarque raciste ou dévalorisante. Il savait que l'injustice devait être exposée, mais il comprenait aussi que, sans preuve concrète, personne ne prendrait son côté. Les enregistrements étaient sa sécurité. Un jour, après l'école, Kevin et plusieurs autres élèves décidèrent de se réunir. Ils échangèrent des témoignages, leurs expériences personnelles des attitudes de Marie et de son traitement différencié des élèves. Ce n'était pas juste un incident isolé, mais un schéma qu'ils avaient tous observé au fil des années. Et maintenant, ils ne pouvaient plus le laisser passer. Avec les enregistrements et les témoignages en main, un petit groupe d'élèves contacta des parents, des anciens élèves, et même des enseignants sympathisants pour organiser une plainte formelle contre l'enseignante. Ils publièrent également des témoignages anonymes sur les réseaux sociaux de l'école, exposant la vérité au grand jour. L'assemblée générale du lycée qui suivit fut un tournant décisif. Le directeur, alerté par un élève concerné par l'incident, fut rapidement informé de la situation. En quelques jours, l'enregistrement de Kevin fit surface, provoquant une réaction immédiate. L'affaire de Malik et Marie prit une ampleur inattendue, dépassant les frontières des murs de l'école. Des élèves se mirent à prendre position publiquement, montrant leur solidarité avec Malik et dénonçant le climat toxique créé par une enseignante en position de pouvoir. Ce qui avait commencé comme une simple remarque raciste s'était transformé en un mouvement plus large, un appel à l'égalité, à la dignité et à la justice. Les étudiants avaient désormais compris que leur silence ne ferait qu'alimenter la souffrance des autres et que la vérité devait toujours être défendue, quelle que soit la force de l'autorité en face. Malik, dont la dignité était restée intacte tout au long de l'incident, se transforma progressivement en un véritable symbole de résistance contre le racisme latent qui, jusque-là, avait persisté dans les recoins les plus invisibles de l'établissement. Ce qui avait commencé comme une attaque personnelle devint une lutte plus large, une prise de conscience collective au sein de l'école. Les élèves,
Touchés par la situation et le calme avec lequel Malik avait répondu aux attaques, se rassemblèrent spontanément pour manifester leur soutien. Au fil des jours, ce mouvement se propagea à une vitesse impressionnante. Ce n'était plus seulement une question de justice pour Malik, mais un combat pour l'égalité et contre l'injustice systémique qui, insidieusement, façonnait la vie scolaire de nombreux élèves issus de minorités. Des réunions furent organisées, tant en dehors des heures de cours qu'à l'intérieur même des salles de classe, pour discuter des discriminations raciales et de l'importance de la diversité dans le cadre scolaire. Malik, bien que réservé par nature, se retrouva au centre de cette dynamique, écoutant, mais surtout, guidant la discussion. Il insista sur le fait que la véritable question n'était pas seulement le comportement d'une enseignante, mais un problème plus vaste et profond qui affectait l'école et la société dans son ensemble. Les élèves, anciens et nouveaux, se joignirent au mouvement. Ils se réunirent pour rédiger une pétition appelant à un changement dans la manière dont les questions de race et de discrimination étaient abordées dans l'établissement. Le directeur, d'abord réticent à admettre l'ampleur de la situation, se retrouva sous la pression croissante des étudiants et des parents. Des courriers de plainte affluèrent, des parents s'allièrent aux élèves pour exiger des réponses. Finalement, il n'eut d'autre choix que d'ouvrir une enquête interne pour analyser les événements et leur contexte. L'administration se vit obligée de reconsidérer son silence habituel sur des sujets aussi délicats et de répondre aux préoccupations légitimes de sa communauté scolaire. Marie Lebrun, de son côté, ne s'attendait pas à une telle réaction. Convaincue qu'elle pourrait se sortir de cette situation comme elle l'avait fait tant de fois auparavant en minimisant, en dénigrant ou en évitant la confrontation, elle se retrouva face à un tribunal de ses pairs, où sa posture d'autorité ne suffirait plus. Lors de l'enquête, elle fut confrontée à ses propos, au mépris de sa position en tant qu'éducatrice et modèle de comportement pour ses élèves. Loin de s'excuser d'emblée, elle tenta de minimiser ses actions, de les réduire à une simple maladresse ou à un écart passager. Mais les preuves étaient accablantes. Les témoignages des élèves, les enregistrements de Kevin, et surtout, le poids du soutien massif de la communauté scolaire, ne laissaient aucun doute sur la nature de ses propos. Elle se retrouva prise dans un tourbillon qu'elle n'avait pas anticipé. Ce qu'elle n'avait pas prévu, c'était l'effet boule de neige de son comportement, comment une simple remarque pouvait se transformer en un combat public pour la justice. Le point culminant de ce processus arriva lors de la réunion du conseil de discipline, où l'affaire fut examinée en profondeur. Malik, bien que toujours aussi calme, prit la parole avec une force tranquille qui déstabilisa tout ce présent. Il expliqua que ce qui avait été fait n'était pas simplement une simple erreur de jugement, mais un acte de discrimination consciente, une brèche dans l'égalité des chances qu'il était impossible de minimiser. Il insista sur le fait que les discriminations, même les plus petites, étaient insidieuses et qu'elles avaient un impact profond sur les élèves. Il ajouta que l'école, en tant qu'institution de savoir, devait être un espace de respect et de dignité pour tous, et que cet incident avait révélé une fissure dans cet idéal. Malgré les tentatives de Marie pour justifier ses actions, la décision du conseil de discipline ne laissa aucune place à l'ambiguïté. Marie fut suspendue de ses fonctions, et elle fut contrainte de suivre une formation approfondie sur la gestion de la diversité et de l'inclusion. Cette sanction, bien que nécessaire, n'était qu'une première étape. Le véritable changement venait du fait que cette situation avait mis en lumière un problème plus vaste, plus profond, la manière dont les discriminations raciales étaient souvent ignorées, voire normalisées, dans des établissements soi-disant prestigieux. Ce n'était pas une erreur isolée, mais un symptôme d'un malaise bien plus large qui devait être adressé. Malik, quant à lui, ne chercha pas à se venger. Il ne se laissa pas emporter par le désir de rétribution, ni par l'euphorie d'avoir gagné une bataille. Il resta discret, modeste, comme toujours. Pourtant, à l'intérieur de lui, il se sentait plus fort que jamais. Il avait transformé cette épreuve, douloureuse au départ, en une victoire sur les préjugés, non seulement pour lui-même, mais pour tous ceux qui, un jour, devraient faire face à l'injustice. Cette expérience avait renforcé sa conviction que, même dans les moments les plus difficiles, il était possible de maintenir sa dignité et de faire entendre sa voix. Il savait que ce n'était pas sa victoire seule, mais celle de toute une communauté qui avait osé se lever. Le lycée Saint-Éloi, après cette histoire, ne fut plus jamais le même. Ce n'était plus simplement un lieu d'apprentissage, mais un espace de transformation. Un espace où les voix, même les plus discrètes, pouvaient se faire entendre, et où les actes de discrimination étaient désormais moins tolérés, où les élèves n'hésitaient plus à dénoncer ce qui n'allait pas. Grâce à Malik, cet incident avait ouvert un débat nécessaire sur l'égalité des chances, la diversité et la nécessité de remettre en question les préjugés ancrés dans la culture de l'école. Ce jeune homme, dont l'innocence et la dignité avaient été mises à l'épreuve, avait imposé sa vision du monde avec une telle force que celle-ci ne pouvait plus être ignorée. Il avait prouvé que, même dans un système injuste, l'intégrité personnelle et la solidarité pouvaient renverser les fondements de l'oppression.